Dans cette interview, Tiken Jafoli, un artiste originaire de Côte d'Ivoire, partage son opinion sur l'état de l'Afrique. Il affirme que le continent est encore en train de se remettre des années d'esclavage et de colonisation, et que la colonisation continue d'une certaine manière. Il souligne que l'indépendance ne signifiait pas réellement la liberté, car les anciennes puissances coloniales ont manipulé les chefs d'État africains pendant des années. Cependant, il est optimiste sur l'avenir de l'Afrique, car il croit que le réveil des populations est en train de se produire grâce aux réseaux sociaux. Il soutient que l'Afrique est en train de se démocratiser, de se développer et de se réveiller. En ce qui concerne la situation géopolitique, il mentionne que les élections au Sénégal ont été reportées, ce qui risque de provoquer des tensions dans le pays. Il fait également référence à la situation au Congo, où la région de Goma est souvent confrontée à des rébellions, et espère que des solutions pourront être trouvées pour protéger les populations. La situation dans la région entre le Rwanda et le Congo a entraîné la destruction de villages et le déplacement des populations. Historiquement, l'Afrique dépendait principalement de l'Occident comme client pour ses matières premières, ce qui a créé une dépendance économique. Mais de nouveaux acteurs, comme la Chine et la Russie, sont maintenant présents en Afrique, ce qui pourrait diversifier les partenaires commerciaux. Cependant, il est préoccupant de voir comment les dirigeants africains gèrent cette situation et bradent les ressources naturelles du continent. Les ingérences étrangères peuvent être coordonnées et il peut y avoir des pratiques de corruption. Il est donc crucial que les dirigeants africains deviennent indépendants et défendent les intérêts de leur peuple. La solution réside dans l'unité du peuple africain, qui doit se mobiliser pour dénoncer les injustices et les abus de pouvoir et s'affranchir du pouvoir. Des dirigeants qui se maintiennent au pouvoir de génération en génération. Les politiciens en Afrique exploitent souvent les divisions ethniques et régionales pour maintenir leur pouvoir, et la seule solution est que les peuples se rassemblent au-delà de ces divisions pour l'intérêt commun. L'auteur de la vidéo exprime l'idée que pour se faire respecter par les dirigeants au pouvoir, il est nécessaire pour les citoyens africains de s'unir. Il considère que le pouvoir réel est entre les mains du peuple et estime que seul un peuple uni peut être fort. Il déplore les différentes restrictions à la liberté d'expression dans de nombreux pays africains, tels que la censure d'Internet ou l'emprisonnement des opposants politiques. Il reconnaît que certains pays africains luttent contre le néocolonialisme, mais désapprouve le fait de réprimer toute forme de critique envers les dirigeants. Il souligne également que l'Afrique n'est pas préparée au réchauffement climatique et appelle à prendre des mesures concrètes pour contrôler la pollution et protéger le continent des conséquences du changement climatique. Il estime que l'Afrique doit se mobiliser en tant que bloc pour faire passer ce message aux pays occidentaux et les inciter à réduire leur propre pollution. Il critique également le fait de s'appuyer trop sur la religion pour résoudre les problèmes, affirmant que les Africains doivent agir et prendre conscience de ce qui se passera si aucune mesure n'est prise. Dans ce discours, le locuteur souligne que la fin du monde sera provoquée par les actions de l'homme lui-même. Il met en avant le manque de respect envers la nature et cite des exemples tels que la fonte de la banquise et la sécheresse en France. Il encourage à prêter attention aux signaux que la planète nous envoie et à prendre des mesures pour éviter cette fin du monde. Il déplore le manque de préparation de l'Afrique et remet en question les actions des gouvernements. Il aborde également la question du terrorisme en Afrique, évoquant la pauvreté et le manque d'éducation comme cause du recrutement dans certaines régions oubliées par les gouvernements. Il met en évidence la corruption comme facteur déterminant dans cette situation. Le développement de la région est compromis par la corruption et la pauvreté, ce qui entraîne des conflits entre tribus. L'argent destiné au développement est souvent détourné entre membres de la tribu. De plus, la mendicité des enfants pose également problème, car cela les empêche de prendre conscience de la nécessité de travailler pour gagner leur vie. Certains pensent que ces enfants sont recrutés par des groupes terroristes une fois qu'ils atteignent l'adolescence. Pour remédier à cela, il faudrait d'abord s'assurer que les besoins de base tels que l'eau, l'électricité, l'éducation et la santé soient satisfaits, afin que les jeunes n'aient pas à se tourner vers le terrorisme pour subvenir aux besoins de leur famille. Concernant la présence française en Afrique, il est possible que la France soit partie en raison du manque de résultats dans la lutte contre le terrorisme, et aussi à cause des intérêts économiques et géopolitiques en jeu. Il est suggéré que l'objectif principal de la France était d'empêcher la présence d'un État islamiste à proximité de son territoire. Cependant,
Ces affirmations sont basées sur des suppositions et il n'y a pas de preuves concrètes à ce sujet. L'exploitation de l'uranium au Niger, près de la frontière malienne, permet de produire de l'électricité. Certains pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger se tournent vers la Russie ou la Chine pour obtenir de l'aide, mais il est préférable de chercher l'indépendance totale plutôt que de dépendre de ces pays. Il est important de se méfier de l'influence étrangère et de préserver l'identité nationale. Kadhafi était un défenseur de l'Afrique, mais sa vision était en avance sur son temps. Malheureusement, il a été attaqué et tué, et aujourd'hui on se rend compte qu'il avait de bons projets pour le continent. Il aurait peut-être réussi à les réaliser si les Africains étaient mieux informés et mobilisés grâce aux réseaux sociaux. Selon le locuteur, il est regrettable que ceux qui ont tué Kadhafi soient toujours en liberté. Il fait remarquer que Kadhafi a été tué pour avoir refusé d'acheter des armes et pour avoir voulu monétiser le pétrole de l'Afrique avec une autre monnaie que le dollar. Il affirme que si Kadhafi était encore en vie, il aurait été défendu. Il mentionne également que des chefs d'État africains ont été menacés par le président d'un autre pays lorsqu'ils ont tenté de convaincre Kadhafi. Le locuteur estime que Nicolas Sarkozy est responsable de l'attaque contre Kadhafi, avec des preuves à l'appui. Il souligne que l'effondrement de la Libye a causé des conséquences telles que le terrorisme au Mali et au Burkina Faso. Il espère qu'un jour, un pays africain aura le courage d'arrêter Nicolas Sarkozy. Le locuteur déplore les conséquences économiques de l'effondrement de la Libye sur le tourisme au Mali et au Burkina Faso. Il souhaite que le procès de Nicolas Sarkozy aboutisse et estime que d'autres politiciens tels que Tony Blair devraient également être jugés. Le locuteur soutient que les personnes responsables doivent être en prison pour servir d'exemple et empêcher d'autres actes similaires de se produire. Il souligne l'importance de l'exemplarité pour la conscience humaine. Le locuteur conclut en disant qu'il est important de corriger les erreurs afin d'éviter la répétition de telles situations en Afrique. Il ne désigne pas de leader africain spécifique comme étant le plus exemplaire en termes de gouvernement. La question de l'unification de l'Afrique et de la recherche d'un dirigeant qui fasse l'unanimité est complexe. Il est difficile de trouver aujourd'hui un tel dirigeant en Afrique francophone. Certains dirigeants ont fait avancer leur pays, comme en Côte d'Ivoire ou au Rwanda, mais ils ont également des critiques à leur encontre. Il n'existe pas actuellement de dirigeants en Afrique francophone que tous les Africains peuvent apprécier et suivre. Cependant, il y a des dirigeants comme Assimi Goïta, le capitaine Traoré et le président du Niger qui sont soutenus par une partie des Africains et qui luttent contre le terrorisme. La Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a perdu sa crédibilité en devenant un instrument qui entretient la dictature et qui ne dit pas la vérité. Elle est rejetée par la nouvelle génération et devrait se renouveler pour regagner une crédibilité ou bien disparaître. L'indépendance de l'Afrique en tant que continent uni contre les ingérences extérieures et intérieures serait idéale, comparable à l'Union européenne. Le narrateur affirme que pour résister au bloc américain, chinois, russe et européen, l'Afrique doit d'abord se rassembler. Il explique que l'Afrique possède la majorité des matières premières nécessaires au développement occidental. Est-ce que le café, le cacao ou l'or? Il estime donc qu'une fois unie, l'Afrique pourra gagner tous les combats et se faire entendre sur la scène internationale. Cependant, il ne pense pas que les Africains cherchent à se venger des pays occidentaux, mais plutôt à se libérer et à être reconnus pour leur richesse et leur potentiel. Le Sahel a toujours connu des tentatives d'unification depuis les années 60, mais elles ont été stoppées par des assassinats ou des éjections du pouvoir. Cependant, avec l'avènement des réseaux sociaux, les Africains comprennent l'importance de cette union. Il faut donc travailler pour surmonter les divisions et construire ensemble pour être respectés et pris au sérieux sur la scène internationale. En parlant de Thomas Sankara, il est perçu comme le Che Guevara africain, un libérateur qui a donné sa vie pour l'Afrique. Il a inspiré le courage de dire les choses et a été un repère pour les Africains. Malgré certains actes controversés, il est considéré comme un héros qui a contribué à l'émancipation de l'Afrique. En France, en Europe et en Italie, il y a une arrivée importante de personnes par bateau, qui sont ensuite stationnées dans des camps sans toilettes ni minimum vital. Beaucoup meurent en Méditerranée. L'artiste déplore cette situation et rend hommage à SOS Méditerranée qui sauve des vies.
Elle estime que c'est dommage que ces jeunes gens paient autant d'argent pour se retrouver dans de telles conditions. Elle pense que les raisons de cette migration sont le manque d'emploi et le désir d'améliorer leurs conditions de vie. Elle pointe également du doigt l'influence des médias et des personnes qui étalent leurs richesses sur les réseaux sociaux, ce qui peut inciter ceux qui sont restés en Afrique à vouloir partir. Elle souligne que les Africains ont le droit de partir, mais estime que pour que les choses changent en Afrique, il faut rester sur place et lutter contre les difficultés et la mauvaise gestion politique. Elle compare la situation actuelle à celle des esclaves et affirme que la solution n'est pas de fuir le continent mais de rester pour demander un changement à leurs dirigeants. Enfin, elle critique le fait que certains dirigeants africains viennent se soigner en Europe alors qu'ils ont mis en place un système de santé défaillant dans leur propre pays. Elle encourage à exiger des améliorations sur place plutôt que de se suicider en Méditerranée ou de devenir esclave en Europe. La personne qui s'exprime dans le texte critique le comportement des pays occidentaux envers l'Afrique et accuse les dirigeants africains d'avoir également leur part de responsabilité dans la situation actuelle. Elle estime que si les pays occidentaux avaient soutenu les dirigeants africains à investir pour améliorer les conditions de vie des populations et créer des emplois, il n'y aurait pas eu autant d'immigration aujourd'hui. Elle dénonce également l'hypocrisie des pays occidentaux qui prétendent aider l'Afrique mais n'agissent que dans leurs intérêts. L'internaute pose une question sur les pays stables et organisés qui pourraient aider à l'émergence de l'Afrique en tant que grande puissance, et suggère que l'Union africaine semble être une organisation forte. L'auteur de la synthèse exprime l'espoir que le mouvement d'émancipation de l'Afrique soit lancé par le Mali et le reste de l'Afrique. Il souligne que l'action concrète est nécessaire et que Dieu accompagne ceux qui agissent, mais qu'il est important que les pays détaillent comment les choses vont se passer sans la CEDEAO et les problèmes liés à la libre circulation. L'auteur considère que la gouvernance des pays africains est une expérimentation vivre sans l'influence des pays occidentaux, des prêts de la Banque mondiale, du FMI et des ONG. Il soulève également des questions sur les ONG occidentales qui aident l'Afrique alors que des problèmes similaires existent en France. L'auteur est favorable à l'activiste Kémi Séba, qui lutte pour l'émancipation de l'Afrique, mais reconnaît que tout le monde n'est pas d'accord avec lui. En ce qui concerne l'intervention de l'armée française au Mali, l'auteur estime qu'elle a été utile au début pour stopper l'avancée des terroristes, mais qu'elle aurait dû être de plus courte durée. L'interviewé explique que l'armée française a dirigé les opérations au Mali pendant des années, aidant à stopper l'avancée des terroristes. Cependant, il critique le fait que la France se soit installée au Mali et estime qu'il aurait fallu former l'armée malienne et fournir de l'aide en armement dès le début. Il affirme que la France dispose de nombreux moyens technologiques pour surveiller la situation au Mali à distance. Il souligne que le Mali est leur pays et qu'ils ont décidé de demander le départ de la France pour gérer eux-mêmes la situation. En ce qui concerne Emmanuel Macron, il est perçu comme celui qui a réveillé l'Afrique avec des discours d'honneur de leçons. Son comportement, comme lorsqu'il a plaisanté sur la climatisation, a été considéré comme irrespectueux. L'interviewé estime que les mots d'un président doivent être mesurés, surtout lorsqu'il est en visite dans un autre pays. En ce qui concerne les présidents américains, Barack Obama a été perçu positivement au début en tant que premier président noir, mais certains ont été déçus par son action. L'interviewé considère que sa présence à la Maison-Blanche était historique. Quant à Trump et Biden, leur perception varie selon les individus. L'interviewé exprime son bonheur d'avoir vécu pour voir Barack Obama devenir président des États-Unis, car cela marque un événement historique pour lui. Il mentionne que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a été perçue différemment par les Africains, car sa politique de l'Amérique d'abord a suscité des inquiétudes quant à la fin des aides américaines. Cependant, il estime que l'Afrique doit devenir indépendante et ne pas dépendre des aides étrangères. Il souligne que sous Trump, les États-Unis ont été moins impliqués dans les affaires africaines, ce qui a été perçu positivement par certains Africains conscients. Il pense que l'unification de l'Afrique est essentielle pour faire face aux défis futurs, tels que le réchauffement climatique. Il estime que les dirigeants ne sont pas les seuls responsables de l'unité, mais que les peuples africains doivent également comprendre son importance et pousser leurs dirigeants dans cette voie. Il affirme que l'accusation et la victimisation ne sont plus d'actualité, et que les Africains doivent agir rapidement en utilisant toutes leurs ressources pour se faire respecter et être écoutés à l'échelle mondiale. Enfin,
Il conclut en disant que les Occidentaux se battront toujours pour les besoins de leur population, et que les Africains doivent faire de même pour leur propre avenir. Une partie des Français bénéficient de l'électricité grâce à l'uranium du Niger. Cependant, la situation dans la région où l'uranium est exploité est très précaire, avec l'absence d'hôpitaux et des conditions de vie difficiles. On constate que le peuple nigérien réclame sa part des bénéfices de l'exploitation de l'uranium pour améliorer les conditions de vie. Il existe un contrat entre la France et le Niger qui permet à la France d'exploiter l'uranium pendant 76 ans et de donner un pourcentage au Niger, actuellement d'environ 20 à 21%. Il est également souligné que la France n'est pas bien vue en Afrique en raison de ses relations avec les pays africains. Il est suggéré que la France n'a pas compris l'évolution de la situation en Afrique, avec l'éveil des Africains et l'utilisation des réseaux sociaux pour s'informer. Par ailleurs, il est reconnu que les réseaux sociaux peuvent aussi être utilisés de manière néfaste, avec la propagation de rumeurs et la division des populations. En conclusion, il est souligné que les Africains cherchent une autre Afrique possible, mais il est important d'utiliser les réseaux sociaux de manière responsable et de ne pas croire à toutes les informations qui circulent sur Internet. Lors d'une discussion sur le match de football entre le Mali et la Côte d'Ivoire, l'opinion commune est que le Mali a bien joué et que leur style de jeu est plus intéressant. Cependant, le football n'a pas de règles strictes et donc il peut y avoir des surprises, comme la défaite de l'Algérie face à la Mauritanie. Les réseaux sociaux sont également mentionnés, avec l'idée que s'ils avaient existé à l'époque de l'indépendance, ils auraient pu aider à la libération de l'Afrique. Les réseaux sociaux sont vus comme un outil à utiliser positivement plutôt que de les utiliser pour diviser les gens. Après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, il est suggéré que les problèmes plus graves de la société africaine vont refaire surface. Le génocide en cours dans un pays est mentionné, mais il n'y a pas de détails précis sur celui-ci. En ce qui concerne la musique, l'absence de nom de personne dans les chansons de l'artiste est expliquée par le fait que seules les personnes qui ont agi de manière significative ou qui ont accompli quelque chose sont mentionnées. L'inscription de l'artiste à la SACEM et au Bureau des droits d'auteur ivoirien est également expliquée en raison de ses concerts en France et de sa collaboration avec des musiciens français. Enfin, la question de savoir si on peut être rasta et musulman en même temps est posée, sans qu'il y ait de réponse précise à cette question. Le locuteur pense que le rastafarisme représente la lutte pour la justice, l'égalité et l'amour, et que l'on peut être musulman ou chrétien et être rasta. Il souligne que le rasta est une création des Noirs, contrairement aux autres religions qui ont été imposées en Afrique. Il estime que chaque individu devrait avoir la liberté de fumer du cannabis, mais il n'est pas nécessaire de le légaliser en Afrique. Il critique l'hypocrisie des politiciens qui étudient à l'étranger et fument probablement du cannabis tout en réprimant ceux qui le font en Afrique. Le locuteur explique également que Babylone représente un système corrompu et non seulement l'Occident. En ce qui concerne Xi Jinping et Poutine, ils sont perçus par certains Africains comme des dirigeants qui ont résisté à l'Occident, bien qu'ils ne soient ni partisans de Poutine ni de Jinping en raison du manque de démocratie et de liberté dans leur pays. Finalement, il exprime sa préoccupation quant à la répression des opposants politiques en Russie. L'intervieweur et l'interviewé discutent de différents sujets liés à l'Afrique. L'interviewé exprime son mécontentement envers les dirigeants africains qui entravent la liberté d'expression, mais reconnaît que certains Africains les apprécient pour avoir résisté à l'Occident. Ensuite, ils abordent le thème de l'appropriation culturelle. L'interviewé estime qu'il n'y a rien de mal à s'habiller ou à s'inspirer de la culture africaine, considérant cela comme une forme de respect. Il discute ensuite de la question de l'exportation de déchets vers l'Afrique. L'interviewé souligne que l'Afrique est devenue la poubelle du monde, ce qui est néfaste pour l'environnement et la santé des habitants. Il encourage l'arrêt de cette pratique et suggère de trouver des solutions pour améliorer la situation en Afrique. Enfin, il mentionne la situation à Mayotte, où des attaques à la machette et une délinquance importante ont lieu. L'interviewé indique qu'il est au courant de cette situation et exprime son soutien au rapatriement des personnes concernées. L'orateur parle de Mayotte, une île appartenant à la France, et fait référence à la relation entre Mayotte et les Comores. Il souligne la difficulté de développer Mayotte tout en laissant les Comores à la traîne. Il fait également une comparaison avec la relation entre l'Europe et l'Afrique,
affirmant que pendant les soi-disant années d'indépendance, l'Europe s'est développée tandis que l'Afrique a été négligée. Concernant la montée de l'extrême droite en Occident et le rejet des migrants en Europe et aux États-Unis, l'orateur affirme que les migrants jouent un rôle important dans le développement de l'Europe. Il soutient que si l'immigration s'arrête complètement, l'Europe aura du mal à continuer son développement en raison de sa population vieillissante. L'orateur explique que l'Asie a réussi son décollage économique après la période de colonisation occidentale car elle a mis l'accent sur le travail. Il affirme que l'Afrique a manqué ce point car les Africains seraient moins enclins au travail. Il mentionne l'exemple de la Corée du Sud et de la Côte d'Ivoire, soulignant la différence entre les deux pays en termes de création et d'innovation. En ce qui concerne ses actions personnelles, l'orateur mentionne qu'il a construit 6 écoles dans différents pays africains, dans le but de promouvoir l'éducation comme moyen de réveiller l'Afrique. Il croit que lorsque la majorité des Africains seront alphabétisés, ils ne voteront plus en fonction de cadeaux ou de pression politique, ce qui contribuera à l'évolution du continent. Dans cette partie de l'interview, l'artiste évoque l'importance du vote et suggère qu'une loi devrait être instaurée dans tous les pays africains afin d'interdire l'achat de voix et les pots de vin pendant les élections. Il partage ensuite 3 livres qui ont été importants pour lui, France-Afrique de François-Xavier Verschave, qui dénonce les relations entre la France et l'Afrique, Attaque-État de Tansir Nyang, qui parle de l'histoire du mandin, et le premier Rasta de Hélène Lee, qui traite de l'origine du mouvement Rastafari. Enfin, il aborde brièvement le sujet du 3e mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et exprime son opposition envers cette décision, tout en soulignant les fragilités du pays et sa volonté de ne pas attiser les tensions. Il conclut en affirmant son opposition à un éventuel 4e mandat de Ouattara et en exprimant sa préférence pour une alternance politique. Dans cette interview, l'artiste donne son avis sur la situation politique en Côte d'Ivoire et suggère que Alassane Ouattara devrait laisser sa place. Il estime également qu'il vaut mieux être regretté que chassé et conseille aux jeunes générations de prendre leur travail au sérieux, peu importe le domaine. Il souligne que le travail ne tue pas, mais qu'il paye. En ce qui concerne les artistes de la nouvelle génération, il souligne l'importance de l'acharnement au travail et de la satisfaction du public, par opposition à une recherche d'argent facile. Il termine en espérant que la nouvelle génération se comporte comme celle d'hier, en particulier en ce qui concerne les plans de carrière.